Maintenant, faire un petit détour du chapitre convolution par les espaces de fonctions régulières. Et ça, c'est l'occasion pour nous d'introduire la notation multi-indice. Qui est très pratique pour le calcul différentiel à plusieurs variables. Alors, un multi-indice, c'est simplement un vecteur à coordonnées entières. Et sa longueur, c'est sa norme 1, c'est-à-dire la somme de ses coordonnées. Si on prend un deuxième multi-indice, on dira qu'il est plus petit que le premier. Simplement si chaque coordonnée est plus petite que la coordonnée correspondante. Ensuite, si x est dans Rd, x à la puissance alpha va simplement être x1 à la puissance alpha 1, xd à la puissance alpha d. Donc ça, c'est un réel. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir la formule du binôme de Newton qui va encore être valable à condition de bien définir les objets. Alpha factoriel, c'est simplement alpha 1 factoriel, alpha d factoriel. Et si bêta est plus petit que alpha, le coefficient binomial alpha-bêta, c'est simplement alpha factoriel sur bêta factoriel alpha moins bêta factoriel. Et donc, c'est simplement le produit des coefficients binomiaux. Alpha 1, bêta 1, alpha d, bêta d. Et la première chose, c'est que la formule de Newton est valable de façon vectorielle. C'est donc la somme sur tous les bêta plus petits que alpha, le coefficient binomial alpha bêta, x à la puissance bêta, y à la puissance alpha moins bêta. Et une récurrence, par exemple, sur la longueur de alpha marche très bien, ou n'importe quelle autre démonstration s'adapte directement, voire une récurrence sur la dimension. Ensuite, si f est une fonction de Rd, la valeur R, C, peu importe, et si elle est de classe C, longueur de alpha, on va noter d alpha f, tout simplement d1 sur dx1 à la puissance alpha 1, d alpha d sur dxd alpha d de f, et le fait qu'elle soit de classe C, longueur de alpha, et le lemme de Schwarz nous dit que l'ordre dans lequel on écrit ceci n'a aucune importance. Et autre bonne nouvelle, c'est que la formule de Leibniz reste vraie, inchangée, là encore, même démonstration. C'est-à-dire que la dérivée alpha-tième du produit va être la somme sur bêta plus petit que alpha, du coefficient binomial alpha-bêta, de bêta f, d alpha moins bêta. Donc la notation multi-indice permet d'écrire de la même façon qu'en dimension 1 des faits de dimension. Deuxième chose, on va parler maintenant de l'espace des fonctions. C'est infini, à support compact,
qu'on va noter C infini C. Alors on ne va pas s'occuper pour l'instant de définir proprement ce qu'est le support, mais définir ce que signifie support compact, c'est plus facile. Et de quoi s'agit-il? F, C infini un support compact, si deux choses, F est C infini, et deuxième chose, il existe R et que f de x égale 0 dès que la norme de x est plus grande que R. Et puis la norme, vous prenez celle que vous voulez. Donc, par exemple, la norme 2. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une telle chose existe? Et en fait, ça existe et il y en a même beaucoup. Et nous allons même faire quelque chose de particulier. On va prendre O dans RD en univers, K dans O compact. Alors, il existe F de classe C infinie, telle que trois choses. La première, c'est que f est toujours comprise entre 0 et 1. La deuxième, c'est que f de x égale 1 si x appartient à k. Et la troisième, c'est que f de x est égal à 0 si x n'appartient pas à O. En particulier, si O est borné, nous obtenons ainsi une fonction C infinie à support compact. D'ailleurs, toutes celles que nous allons construire sont C infini à support compact. La démonstration de ce fait se fait en plusieurs étapes. La première étape consiste à déjà construire une fonction C infini à support 0 plus l'infini. Et cette fonction, elle est assez facile à écrire. On va prendre la fonction qui vaut 0 si x est négatif et e puissance moins 1 sur x si x est positif. Et je vous affirme que cette fonction est C infini. Alors pourquoi? Parce que il suffirait que je dérive f0 pour déjà comprendre ce qui se passe. Quand je dérive f0, si x est négatif, j'obtiens clairement 0. Si x est strictement négatif, je dérive 0. Si x est positif, je dérive e puissance moins 1 sur x. Donc, dérivée de moins 1 sur x, 1 sur x au carré, e puissance moins 1 sur x, si x est positif. Et maintenant, que se passe-t-il en 0? On va utiliser ce résultat assez simple de première année, qui dit que si f' de 0 a une limite en 0, alors f0 est dérivable. Effectivement, la limite à gauche, c'est 0, la limite à droite, ça, c'est regarder, si vous faites le changement de variable t égale 1 sur x, c'est regarder t au carré, e puissance moins t, en plus l'infini. Et l'exponentielle gagne, ça vaut 0. Et donc, en 0, ça aussi, ça vaut 0, puisque ceci tend vers 0 quand x tend vers 0+. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Que ceci, c'est 1 sur x au carré, f0. Avec la compréhension que ceci signifie 0 quand x égale 0. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée. Bon, à partir de là, c'est facile de continuer. Quand on redérive, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose en 1 sur x au cube, un nombre, en l'occurrence moins 2, et puis en dérivant f0, on va avoir du 1 sur x4. Et donc, on va avoir du 1 sur x à la puissance 4 et un polynôme, en l'occurrence 1 moins 2x. Et ce que je vous affirme, si je continue comme ça, il suffit d'essayer 2-3 fois, je vous affirme que
x est différent de 0, la dérivée km de x est de la forme pk de x sur x à la puissance de k, f0. pk, un polynôme de degré au plus k moins 1. Pour 1, il est de degré 0, et puis je viens de vous dire que c'était 1 moins 2x pour faire égal 2, donc ça commence bien. Et en particulier, le même raisonnement vous dit que fk de 0, c'est 0. Puisqu'il suffit de faire x tend vers 0, et ça vous dit que f est dérivable k fois également en 0. C'est le seul endroit où il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est vrai pour k égale 1, et puis on dérive. Donc, on suppose que c'est vrai pour k, et on dérive, et qu'est-ce qu'on obtient? Fk plus 1 de x égale, quand x est négatif, c'est clairement 0. Et quand x est positif, qu'est-ce qu'on va avoir? Dérivons dans l'ordre inverse. On va commencer par dériver f0. Ça va nous donner pk de x sur x à la puissance 2k plus 2. Puisque f0, sa dérivée, c'est 1 sur x au carré f0, donc 2 fois k plus 1. Ça commence bien, c'est ce qu'on veut. Ensuite, je vais dériver pk. Ça va me donner pk' sur x de k f0. Je veux quelque chose en x de k plus 1, et donc il faut que je rajoute x au carré pk' de x. Et enfin, il faut que je dérive ce 1 sur x à la puissance de k, qui va me donner du moins de k, pk sur x à la puissance de k plus 1, et je veux du 2k plus 2, donc il faut que je mette en place. Et donc, du côté négatif, il n'y a aucun problème. Et du côté positif, voilà mon pk plus 1. Qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? Que c'est bien un polynôme. Oui, c'est clairement un polynôme, puisque tout ça, ce sont des polynômes. Et son degré, ça, c'est de degré au plus k moins 1. Ça, c'est du coup du degré k moins 2 au plus 2, donc k plus 1. Et lui, le degré k moins 2 plus 2, donc degré k. Et lui, degré k moins 1 plus 1. Donc tout ça vient de degré au plus k. Éventuellement, il pourrait y avoir une simplification, mais ça n'a aucune importance. Donc ce morceau-là, polynomial, ne compte pas, et ce qui compte, c'est que lui, de toute façon, absorbé par le puissance moins 1 sur x. Et donc voilà pour f0, son allure, c'est la chose suivante. Ce f0 va avoir bon goût de faire aller de façon lisse de 0 à 1, mais en temps infini. Donc ça remplit absolument pas notre rôle, c'est toujours pas une fonction si infinie à support compact. Mais c'est le premier ingrédient de la construction. Alors, continuez à passer ma caméra. Deuxième étape. Deuxième étape, on va maintenant construire une fonction si infinie à support compact, tout simplement en composant ceci par une fonction qui va faire quelque chose comme ça. Qui est lisse et qui va devenir négatif, qui va tendre vers 0, qui va être 0 quelque part, puis négative au-delà d'un certain seuil. Et la plus simple de fonction qui fasse ça, c'est 1 moins x au carré. Ou plus généralement, 1 moins x1 carré, moins x2 carré, etc.
Et donc on va construire F1, on va définir F1 comme étant F0 de 1 moins norme de x au carré, norme euclidienne, c'est-à-dire F0 de 1 moins x1 carré plus xd carré. Et cette fonction-là, du coup, c'est une composée de fonctions c infini. F est c infini et le support de f est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon epsilon. Donc ça nous dit déjà que c infini un support compact, ça existe, ce n'est pas un ensemble vide. Et une fois qu'on en a une, c'est facile d'en construire d'autres, et celle qui va nous intéresser, on va prendre un epsilon positif et on va définir f epsilon comme étant c epsilon, on va plutôt appeler celle-là comme étant c epsilon f tilde de 0 de x sur epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f epsilon est positif, f epsilon de x égale 0, si x sur epsilon est plus grand que 1, c'est-à-dire si norme de x est plus grand que epsilon, donc celle-là est à support dans la boule de centre 0 et de rayon epsilon. Et puis, on va ajouter une dernière condition, c'est epsilon est choisi pour que l'intégrale de f epsilon de x et x soit égale à 1. L'intégrale, d'abord c'est une fonction intégrale, parce que c'est une fonction c infini définie sur un compact, donc elle est bornée sur un compact, un support compact, donc elle est clairement intégrable, et donc je peux calculer l'intégrale de ceci, et l'intégrale de f0 n'est pas nulle parce que c'est une fonction qui n'est pas qui est positive et qui n'est pas nulle. Donc je n'ai qu'à définir c epsilon comme étant 1 sur l'intégrale de ceci. Donc ça existe, ce c epsilon existe, je n'ai pas besoin de le calculer, il n'a aucune importance dans la suite, tout ce que je veux c'est cette propriété. Donc voilà la deuxième étape. Et la troisième étape, il faut se rappeler de ce qu'on veut. On veut une fonction qui va être 1 sur k et 0 en dehors de O. Et donc en dessin, serait déjà bienvenu. Voilà un très vilain O. Et voilà un aussi vilain K. Et une fonction qui vaut 1 ici et qui va valoir 0 ailleurs, elle va vivre sur quelque chose d'un peu plus gros. Et donc ce que je vais être obligé de faire, c'est de mettre un peu de place autour. Et ça, je vais appeler K état, l'ensemble de x en K, tel que la distance de x à K est plus petite que état. Alors, deux remarques. Ça, c'est continu en x. Et donc, ça, c'est fermé. Et la deuxième remarque, c'est que ça, c'est borné, donc inclus dans une boule de rayon grand R centré en 0. Et donc, celui-là est inclus dans la boule de même centre et de rayon grand R plus égal. Donc ça, c'est compact. Et l'étape suivante consiste à montrer qu'il existe état 0, tel que si état est plus petit que état 0, bon, K est toujours inclus dans K état, mais surtout je reste dans O. D'accord?
Donc voilà la deuxième étape, c'est que mon dessin ici est bien vérifié. En effet, tout d'abord, K état est toujours inclus dans mes temps K2 qui est compact. Et maintenant, je suppose que ce n'est pas vrai. Si une telle propriété n'est pas vraie, alors, pour tout état positif, il existerait X état qui est dans K état, mais aussi dans le complémentaire de O. Alors, à quoi sert mon K2? Parce que ça, c'est inclus dans K2 inter complémentaire de O. Ça, c'est compact. Ça, c'est fermé. Donc ça, c'est compact. Et donc, il existerait donc une suite X état K qui converge. D'accord? Notre suite X état K a convergé. Mais qu'est-ce qu'on a? On a des... Ici, il existe une suite état K qui tend vers 0 et que X état K converge. D'accord? Il suffit de prendre la suite X1 sur N et d'en extraire une sous-suite. Et donc, mais qu'est-ce qu'on a? X état K la distance de X état K à K est plus petite que état K par définition. Ça, c'est X état K et dans K état K. Et ça tend vers 0. Et ça tend vers d de x à k. Encore une fois, la distance de x à un compact est une fonction lipschitzienne, en fait, donc continue. Donc, ça tend vers ça tend vers ça. Donc ça, c'est 0. K est fermé. Distance à k est nulle, donc x est dans k. Mais, par ailleurs, X état K est aussi dans le complémentaire de O, qui est fermé. On fait tendre état K. Et on obtient que X est dans le complémentaire de O. Et qu'est-ce que j'ai là? X dans K, X dans O, ça contredit le fait que K soit inclus. Donc voilà, la propriété est démontrée. Donc ça, c'était petit 3. Alors pourquoi ceci vient-il dans le chapitre convolution? Simplement parce que maintenant, nous avons presque fini. On va définir F comme étant 1 de K à... On va prendre epsilon positif inférieur à, on va dire, état 0 sur 4. Donc on se laisse beaucoup de marge, hein, 4 jusqu'à 4 epsilon, on est entièrement dans O. Et je vais prendre un peu de marge ici. Et je prends la fonction caractéristique
de k que j'élargis de epsilon, que je convole avec f epsilon. Alors peut-être, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de f epsilon. Alors selon ce qu'on fait, ça va être plus pratique de l'écrire comme ça. C'est variable. De y, x moins y, ou d'écrire aussi que c'est l'intégrale sur k epsilon de f epsilon de x moins y dy. Alors, qu'est-ce qui va être le plus pratique? Ben, la première chose, cette expression vous montre que d'abord f epsilon était positif, et donc f aussi, puisque c'est l'intégrale d'une fonction positive, c'est positif, et f, et si je prends cette expression-là, ça c'est plus petit que 1, et donc f est plus petit que l'intégrale de f epsilon, et j'ai dit que ça c'était choisi pour être égal à 1. Donc notre fonction est bien coincée entre 0 et 1. La deuxième, c'est que si je prends x dans K, et je regarde à nouveau ceci, et je prends y tel que f epsilon de y et n'est pas nul. Donc je vais regarder quand cette intégrale-là n'est pas d'office 0, enfin quand je n'intègre pas 0. Et ces y-là, c'est très précisément les y de norme plus petit que epsilon. Et donc, la distance de x à y est plus petit que epsilon, et donc x moins y appartient à k epsilon, puisque lui est dans k et lui est de longueur epsilon, donc je suis allé au plus de longueur à epsilon de k. Et donc, un k de epsilon de x moins y est égal à 1. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que si x est dans k et que j'intègre ceci, là où ceci n'est pas nul, et bien f de x, ça va être tout simplement l'intégrale sur fd de f epsilon de y, puisque ce terme-là, soit ce terme-là est nul, soit celui-là est égal à 1. Donc soit lui est nul, soit lui est 1, et je peux l'enlever. Et donc, ceci est simplement égal à ça, à condition que x soit dans k. Et ça, je l'ai choisi pour être égal à 1. Donc notre fonction remplit bien déjà deux rôles. Elle est coincée entre 0 et 1. Il y a vaut 1 sur k. Et on va faire une petite pause de 2 secondes, le temps d'avoir un tas. Bon, il ne nous reste plus qu'à démontrer le troisième point. C'est-à-dire que si x n'appartient pas à O, alors f de x est égal à 0. Mais si px n'appartient pas à O, comme j'ai pris epsilon strictement plus petit que état 0 sur 4, ben j'ai 3 epsilon est strictement plus petit que état 0. Et donc, j'ai que k 3 epsilon, mon choix de état 0 me dit que k3 epsilon est inclus dans O. Donc si x n'appartient pas à O, j'ai que x n'appartient pas à k3 epsilon, ce qui nous dit que la distance de x à k est plus grande que 3 epsilon. D'accord? En d'autres termes, pour tout k dans k, la norme de x moins k est
plus grand que 3 epsilon. Alors maintenant, si f de x devait ne pas être nul, il faudrait ne pas intégrer 0. C'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne déjà qu'il y ait des y tels que ça, ce ne soit pas nul, et ça non plus. Et si ça, c'est pas nul, si f epsilon de y n'est pas nul, ben, vu que son support est plus petit que epsilon, qu'est-ce que je vais du coup avoir? X moins y moins k, inégalité triangulaire inverse, nous dit que ça, c'est plus grand que x moins k moins y. Ça, c'est plus grand que 3 epsilon. Ça, c'est plus petit que epsilon. Donc ça, c'est plus grand que 2 epsilon. En particulier, puisque ceci est vrai pour tout k dans k, on a que distance de x moins y à k est plus grande que 2 epsilon. En particulier, c'est pas plus petit que epsilon, donc x moins y n'appartient pas à k epsilon. En d'autres termes, la fonction caractéristique de k epsilon évaluée en x moins y est égale à 0. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans cette intégrale? F de x, c'est l'intégrale sur Rd de f epsilon de y, 1 k epsilon de x moins y, dy. Si ça, c'est pas nul, alors ça l'est. D'accord? Donc, soit c'est nul, soit c'est lui, soit c'est lui. Donc, on intègre 0 et on trouve bien évidemment 0. Ce que j'ai bien démontré mon dernier point. X n'appartient pas à O, f de x est égal à 0. Et donc ça conclut bien la démonstration de ce. Avant de passer à la classe de Schwartz, on va juste revenir un tout petit peu sur ce qu'on a fait ici. Et je vous rappelle qu'on avait vu que f0 qui vaut 0 quand x est négatif et puissance moins 1 sur x quand x est positif. Alors il est facile à partir de là de construire des fonctions qui vont aller de 0 à 1, non plus en un temps infini, mais en un temps fini. Il suffit pour cela de définir f1 de x égale f0 de x sur f1 de x plus f1 de 1 moins x. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette fonction-là? C'est qu'elle vaut toujours 0 quand x est plus petite que 0. Et l'autre chose qui m'intéresse ici, c'est que si x est plus grand que 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça vaut... Oups. Ça vaut quelque chose, ça vaut la même chose, mais surtout si x est plus grand que 1, 1 moins x est négatif, donc ça c'est 0. Donc c'est f0 de x sur f0 de x, ça vaut 1, puisque f0 n'est pas nul. Et puis, si on y tient, c'est 1 moins 1 sur x, 1 moins x quand x compris entre 0 et 1. Et donc voilà une fonction C infini qui va aller de 0 à 1 en un temps comme ça. Bon. On peut ensuite continuer. Bah, si je prends la fonction f1 de x plus f1 de x
avec A strictement plus grand que 1, ou plus ou moins égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça revient à décaler tout cela jusqu'à A. Et quand je retranche ces deux fonctions-là, cette fonction-là, elle va aller de 0 à 1, puis de 1 à 1 plus A, ça va être 1, puis jusqu'à A plus 1, elle va faire ceci. D'accord? Donc on va avoir une fonction plateau. C'est infini avec un intervalle sur lequel elle vaut. Donc ça, c'est une façon plus simple de construire des fonctions qui vont valoir 1 sur un intervalle et puis 0 sur un intervalle plus large. Et ensuite, il suffit de dilater tout ça pour obtenir, en jouant sur les paramètres, en jouant sur ce paramètre-là et sur ce paramètre-là, on peut construire ainsi des fonctions qui vont valoir 1 ici, 0 ici, et puis qui vont ainsi infini. Donc ça, c'est une façon un peu plus simple. Alors, nous venons donc de voir que les fonctions si infinies à support compact, c'est une classe relativement large, malheureusement pas encore tant que ça, parce qu'une fonction aussi simple que la gaussienne, qui pourtant a tout ce qu'il faut pour ressembler à une fonction si infinie à support compact, n'est pas si infinie à support compact. C'est une fonction analytique, et les fonctions si infinies à support compact ne sont pas analytiques. Et donc, on va passer à une classe légèrement plus large, qui est la classe de Schwartz avec un T, celui-là, pas comme celui de Cauchy-Schwarz. Et la classe de Schwartz va être suffisamment large pour comprendre ces fonctions-là. On a défini tout ce qu'il fallait. C'est l'ensemble des fonctions f qui sont dans C infini DRD. La gaussienne, c'est très bien. Tel que, pour tout alpha et bêta, la dérivée bêta m fois x à la puissance alpha est bornée. Alors il y a beaucoup d'arbitraire là-dedans, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x à la puissance alpha d bêta f est borné, c'est-à-dire que d bêta f est plus petit qu'une constante sur x à la puissance alpha. Du moins, ça n'a de sens évidemment que quand alpha est grand. Donc, ça va décroître plus vite à l'infini que 1 sur x à la puissance alpha. Et donc, c'est-à-dire comme alpha est arbitraire, ça va décroître plus vite à l'infini que tous les polynômes. Et c'est bien le cas de la gaussienne. Je vous laisse en exercice. C'est clairement une fonction si infinie. Quand vous dérivez la gaussienne, vous obtenez un polynôme. Ça, c'est encore un polynôme. Et polynôme fois gaussienne, ça tend vers 0, a fortiori c'est bon. Donc, aucun problème. Alors, quelques remarques, il y a beaucoup d'arbitraire. J'ai mis x à la puissance alpha, mais des fois c'est quand même plus pratique d'écrire 1 plus norme de x, ou norme de x à la puissance
carré à la puissance alpha, d bêta f borné. Alors, pourquoi ces deux espaces-là sont-ils pareils? Très clairement, 1 plus x au carré à la puissance alpha, c'est un polynôme de 2 alpha. Et donc, c'est une combinaison linéaire de termes comme ça, grâce à la formule de Leibniz. Chacun de ces termes-là étant borné, celui-là aussi. Donc, ça implique ça. Et le fait que ça implique ça, c'est simplement que le module de x à la puissance alpha, c'est presque un des termes ici. C'est simplement, il faut se rappeler que cette condition ici n'a de sens qu'à l'infini. D'accord? Puisque notre fonction étant c infini, elle est automatiquement bornée sur un compact. Et donc, ceci est vraiment une condition sur ce qui se passe à l'infini. Et sur un compact, ça c'est borné aussi. Donc sur la boule, le centre est 0 et le rayon 1, cette condition-là, elle est incluse là-dedans. D'accord? Et donc il suffit de voir que ceci est borné en dehors de la boule, et en dehors de la boule, ces termes-là sont comparables. Car si le module de x sur la norme de x est plus grand que 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x à la puissance alpha x à la puissance alpha, ça c'est clairement plus petit que 1 plus norme de x au carré à la puissance, alors ici alpha longueur de alpha, tout simplement parce que x à la puissance 2 alpha est plus grand que x à la puissance alpha quand x est plus grand que 1, et c'est le terme de plus grand degré là-dedans. Et tous les autres termes sont positifs. Quant à l'autre direction, ça c'est plus petit que 2 à la puissance alpha, x à la puissance ça c'est pas alpha en entier, x à la puissance alpha. Parce que lui est plus grand que 1. Bon, donc, voilà deux façons de voir ceci. Ça s'appelle la classe de Schwartz. Il y a quelques propriétés qui sont plus ou moins évidentes. D'abord, c'est un espace vectoriel. Donc une combinaison linéaire d'éléments de la classe de Schwartz et de la classe de Schwartz, tout simplement parce que lui est un espace vectoriel, et lui aussi, et que tout ça est linéaire. Donc voilà. Un tout petit peu plus subtil. Le produit aussi, et ça c'est simplement la formule de Leibniz. La formule de Leibniz nous dit que quand je dérive f, g, j'ai une combinaison linéaire de dérivées. Voilà. Et pour voir que chacun des termes x à la puissance alpha, d bêta f, d alpha moins bêta, enfin bêta prime moins bêta moins bêta prime g est borné, ben, tout simplement on utilise que chacun. On met toute la puissance sur l'un des deux et puis l'autre est borné.
Donc il n'y a aucune difficulté à montrer ça. Je vous laisse tout cela en exercice. Quelle propriété a-t-on encore? La deuxième propriété, c'est là qu'on va voir que ça c'est plus pratique. C'est que on a dit que c'était dans L infini, et en fait, c'est dans tous les LP. Et en fait, on pourrait remplacer L infini par LP ici, si ça nous arrange. Ben, voyons ça. Voyons ça dans ce tableau-là. Ben, tout simplement, il faut regarder f de x, l'intégrale de f de x à la puissance p. Et qu'est-ce qu'on met? On met un 1 plus x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance n. Et si on veut, on met p, ou le plus grand entier plus grand que p. Et là, c'est fini parce que ça, c'est borné. Ça, c'est f de x, 1 plus x à la puissance m, le tout à la puissance p, c'est borné. Donc ça, c'est plus petit qu'une constante, qui est la norme infinie de ça, intégrale sur RD de dx sur 1 plus x. Et puis, j'ai pas envie de prendre cette cochonnerie-là, donc on va l'appeler grand M. Et je vous affirme que si je prends n assez grand, donc grand M assez grand, c'est la même chose, ça c'est fini, et pour ça il suffit de passer en polaire, puisque ça c'est radial. Et quand je passe en polaire, j'ai une nouvelle constante qui est celle-là fois la mesure de la sphère unité, intégrale de 0 à l'infini, intégrée en polaire, j'ai par r à la puissance d-1, de r qui sort sur 1 plus, j'avais mis un x carré là-bas, alors je vais mettre un x carré, 1 plus r au carré à la puissance m. Et ça c'est fini. À quelles conditions? Si 2m, bah, si la puissance, j'ai du 1 sur r, ici, la puissance ici, 2m moins d, est strictement positif. Donc il suffit que je prenne m plus grand que d sur 2, c'est-à-dire m plus grand que d sur 2, sur le entier plus grand que d. Et donc voilà, la démonstration, c'est dans LP. Petit 4, petit 3, toujours aussi évident. La classe de Schwartz est stable par les opérations qui la définissent. C'est-à-dire qu'elle est stable par dérivation et multiplication par des polynômes. Alors, c'est pas totalement évident, ça vient encore une fois de la formule de Leibniz. C'est que si je n'avais pas cette propriété-là, déjà c'est C infini, c'est stable par C infini, et quand je dérive, j'obtiens une bornée. Mais si je dérive ceci, je vais avoir une combinaison linéaire de polynômes et de dérivés. Chacun d'entre eux étant borné, le résultat est borné, et le fait de multiplier par x à la puissance alpha ne change rien.
Donc, la classe de Schwartz est stable par toutes les opérations sympathiques de l'analyse, combinaison linéaire, produit, dérivation, multiplication par des polynômes. Et en plus, c'est une partie de tous les espaces LP de RD. Si je vais appeler B infini l'ensemble un peu plus gros que la classe de Schwartz de toutes les fonctions phi de classe C infini, tout simplement je vais enlever la partie alpha, donc c'est pour tout bêta, d bêta phi est borné. Alors je peux composer aussi. Pourquoi? Parce que quand je regardons juste la fonction, elle va pas. Ah, il faut un peu plus. Non, il ne faut rien de plus. C'est que si allez, on va s'arrêter là. Bon, enfin, dernière chose, la composition. Alors, si on prend T, il faut faire un tout petit peu attention. Si on va prendre T linéaire, on va dire inversible. F dans la classe de Schwartz. Alors F rond T, encore dans la classe de Schwartz. Bon, tout simplement parce que c'est clairement c'est infini, hein, une application linéaire. Et quand on va vers l'infini, on n'introduit aucune croissance plus rapide. Polynôme, et donc on va toujours obtenir une croissance plus vite qu'un polynôme. D'accord, il faut que la matrice soit inversible, sinon il y aurait des directions où, quand on va vers l'infini, on n'irait pas vers l'infini ici, on n'aurait pas de décroissance. Et puis la dernière propriété, que je ne vais pas énoncer ici, que je n'ai pas démontré ici, enfin si on l'a déjà fait, on l'a presque déjà fait, f convolé avec g est encore dans la classe de Schwartz. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a vu que c'était C infini, parce que c'est dans L1. On a presque vu que c'était dans C infini. Oui, si, on a vu que c'était dans C infini, parce que f est dans L1, et g est C infini, et toutes les dérivées sont bornées. Donc c'est clairement dans C infini, et vérifier que ça décroît plus vite que n'importe quel polynôme, il faut vérifier que ce qui se passe quand vous regardez ceci, et on va prendre y plus grand que 10, et il faut vérifier que ça décroît. On va enlever les carrés, c'est plus agréable. Il faut vérifier que ça décroît en quelque chose si m et n sont assez grands. Il faut déjà que les intégrales convergent, donc il va falloir que m soit, vu de ce qu'on a vu ici, le passage polaire, au moins 1 t. Bon, et ça se fait par une petite astuce, c'est qu'on coupe ceci en intégrale là où x est plus petit que y
que y sur 2 plus l'intégrale de là où x est plus grand que y sur 2. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que la première intégrale, on va avoir x moins y est plus grand que y moins x, et comme x est plus grand que y sur 2, ça c'est plus grand que y sur 2. Et donc, ce terme-là, donc I1 est plus petit que l'intégrale de dx sur 1 plus x à la puissance m, et ce terme-là, il est en 1 plus y sur 2, puisque x moins y est au moins y sur 2, ça c'est en 1 plus y sur 2, et puis maintenant on enlève cette condition-là, parce qu'elle ne sert à rien, et donc ça c'est bien une constante, si m est plus grand que d, qui est fini, et on obtient une décroissance, et I2, qui est celle-là, pour I2, ben, on utilise directement que x est plus grand que y sur 2 pour majorer le premier terme. À nouveau, on intègre ce tout. 1 plus x y à la puissance n, et ça c'est une constante. D'accord? On majore cette intégrale-là, comme on intègre quelque chose de positif, on majore tout, c'est une constante. Et donc on obtient bien une décroissance en 1 sur 1 plus y sur 2, mais ça ne change rien, à la puissance n, sur 2, ça donne une constante. D'accord? Et donc on a cette décroissance aussi grâce à ça. La première va décroître comme ça, la deuxième va décroître comme ça, et donc le produit de convolution va décroître comme le plus grand des deux termes, le plus petit des deux termes. Et donc on obtient bien une décroissance plus rapide que tout polynôme. Voilà pour la convolée.